Dit eerste webinar van B+ over de staatshervorming. Donc, bienvenue au premier webinaire de B+ quant à la réforme de l'État. De bedoeling van B+ is om het debat over de staatshervorming levendig te houden en om daar met mensen vanuit verschillende origines, verschillende achtergronden over te spreken. Donc, ce premier webinaire cadre dans le pacte pour la Belgique que B+ a récemment rédigé. Ce pacte est un texte qui contient 8 principes qui, selon nous, pourraient être le fil rouge pour une nouvelle réforme de l'État. Die tekst is vrij representatief, aangezien we die hebben aangeboden ter ondertekening aan 9 politieke partijen met vertegenwoordigers in het parlement. Vorige zomer is die ter ondertekening aangeboden aan een 65-tal bekende Belgen. Et au début de cette année-ci, on a encore reçu la signature officielle de tous les présidents des mouvements des jeunes politiciens liés aux 9 partis politiques qui avaient déjà signé le pacte précédemment. Maintenant, on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire on veut réfléchir plus en profondeur sur les 8 principes qui sont dans le pacte. On veut travailler là-dessus. Et B+, en tant que mouvement, veut s'inscrire dans la logique du gouvernement fédéral qui est d'organiser un débat en profondeur, un débat très large, un débat avec les citoyens, un débat avec les mouvements citoyens sur la réforme de l'État. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on est très heureux de pouvoir accueillir 3 orateurs ce soir. En we zijn ook heel blij dat we kunnen rekenen op een moderator die van wanten weet. En dat is John van Dalen, journalist bij Mondmagazine. Hij is ook auteur en columnist. En hij zal voor ons het debat vanavond in goede banen leiden. Quelques principes pour le débat ce soir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et on va faire la sélection des questions quand le temps avance. Et peut-être on vous invitera à parler de votre question ou de discuter de votre question. Normalement, vous n'aurez pas d'image, mais il y aura du son en tout cas. Dus we zullen, indien u vragen hebt, zullen wij die kunnen selecteren via de chat tijdens de redenvoeringen van onze sprekers. En wij zullen u eventueel uitnodigen om over uw vraag een beetje verduidelijking te geven tijdens de avond. Voilà, John, ik geef u heel graag de floor. Oké, goedenavond allemaal. Bonsoir, goedenavond. We hebben 3 sprekers, die zullen allemaal ongeveer een kwartier spreken. We hebben dat afgesproken, maximum. Dan gaan we onderling wat spreken met elkaar. En uiteindelijk zal er dan inderdaad ook heel wat ruimte zijn voor uw vragen. Ik stel even de mensen voor. Vincent Laborderie est docteur en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Il donne des cours là-bas et il travaille, il fait des recherches sur des thèmes comme la séparation d'États, la reconnaissance de nouveaux États, les nationalismes régionaux en Europe et aussi le fédéralisme et la politique belge. Puis il y a Tim van de Put, er is Tim van de Put. Sinds vele jaren burgemeester van Hoeilaart, maar sinds 2014 ook Kamerlid van de VLD, Open VLD. En
Hij is ook ingenieur van opleiding, vliegtuigingenieur, heeft hij zelfs in zijn slide aangegeven. Ja, als inwoner van Hoeilaard woont hij dicht bij Zaventem. Maar uiteindelijk heeft hij in de praktijk vooral vele jaren gewerkt voor een aantal buitenlandse telecombedrijven. En tenslotte is er Karl-Heinz Lambert. Ja, voor mij als Vlaming is dat toch een beetje monsieur Duitsstalige gemeenschap, vermits hij toch vele jaren, 15 jaar ongeveer, minister-president is geweest van de Duitsstalige gemeenschap. En dan later voorzitter van het Duitsstalige parlement, senator, ook voorzitter van het Europese Comité van de Regio's. En we zijn blij dat hij hier ook vanuit Eupen aanwezig is. We zouden beginnen met Karl-Heinz Lambert. Die zal reflecteren op een van de thema's in het Pact voor België, namelijk de diversiteit, die typisch is voor België, maar hoe dat je daar kan mee omgaan om uiteindelijk toch een betere, meer efficiënte staatsstructuur tot stand te brengen. Voilà. Karl-Heinz, je hebt het woord. Oui, bonjour à tout le monde. Goedenavond. Hallo allerseits. La question à 1000 euros. Comment parle-t-on belge? Hoe spricht man Belgisch? Wie spricht man Belgisch? Dans ma vie politique, longue quand même déjà d'un petit demi-siècle, cette question m'a été posée d'innombrables fois, et tout à fait de bonne foi, bien qu'un voyage m'éloignait quelque peu de ma région natale. Et ma réponse a été toujours la même. Ça n'existe pas, la langue belge. La Belgique est un pays multilingue avec 3 langues nationales, français, néerlandais, allemand. Alors souvent, grand étonnement, quoi? Allemand en Belgique, ça existe? Oui, je dis, c'est une des diversités de notre pays. C'est ma région d'ailleurs qui la représente et c'est en quelque sorte mon unique selling point spécifique. En effet, la Belgique est un petit État avec une diversité considérable. De la côte belge au plateau des Hauts-de-Fagne, le trajet dure seulement 3 heures, quand on respecte même la réglementation de la route. Ce trajet longe de nombreuses villes et campagnes et traverse différentes frontières linguistiques. Le voyageur qui prendra le temps de s'arrêter pour explorer les régions et pour parler avec les habitants découvrira diverses langues, cultures et mentalités. Et d'un point de vue économique et social, il remarquera également des différences nettes, souvent d'ailleurs en corrélation avec les réalités linguistiques et culturelles. Cette diversité, considérée par les uns comme une bénédiction et par les autres comme une malédiction, est-elle source de conflits incessants ou, par contre, d'enrichissement mutuel? S'agit-il d'un parasite, source de décomposition interne qui détruit l'État belge, ou d'un ciment puissant qui garantit sa cohésion? Tout dépend des acteurs sociétaux, économiques et politiques. Si ceux-ci ont la volonté et la capacité d'appréhender de manière réaliste la diversité présente, la volonté d'examiner les possibilités de synergie et la volonté de mettre en avant les complémentarités et les points communs plutôt que les oppositions et les conflits, nous ne devons pas craindre pour l'avenir de l'État belge qui fêtera alors ses 200 ans en bonne santé. Mais cette évolution n'est pas du tout évidente. Elle suppose une analyse sans tabou des imperfections de notre structure actuelle ainsi qu'une volonté énergétique de réforme pour atteindre un équilibre juste et durable sans trébucher sur des manœuvres de déstabilisation. Ce chemin présente par ailleurs de nombreuses similitudes avec celui que doit parcourir l'Union européenne si elle veut survivre au XXIe siècle. Ni l'Union européenne ni la Belgique ne disposent d'une identité unique et monolithique. Au contraire, toutes deux se définissent à travers leur diversité qui interagissent
et dans le cadre d'un processus complexe qui s'articule autour de la recherche de particularités d'une part et de points communs de l'autre. Ce processus s'étend dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace des 4 régions linguistiques qui forment notre État et dans le temps à travers l'histoire de l'évolution de notre État depuis sa création à nos jours. Histoire riche en tensions et conflits entre les différentes composantes qui, jusqu'ici cependant, ont toujours pu mener à des compromis, souvent très complexes et de durée limitée, mais défendables. Le concept d'identité collective peut nous aider à mieux comprendre cette évolution avec ses contradictions, incohérences et potentiels. Mais gardons à l'esprit la complexité inhérente à la notion d'identité. Toute identité est complexe et comporte plusieurs couches. Cela vaut pour les identités individuelles, mais encore plus pour les identités collectives. Existe-t-il vraiment des identités flamandes, wallonnes, bruxelloises, germanophones, et quel est leur lien avec l'identité belge? Quel est le potentiel de conflit ou de synergie entre ces identités? Peut-on en tirer des conclusions ou en déduire des lignes directrices pour le développement et pour l'avenir de notre État? Pour répondre à ces questions, nous devons approfondir l'ambivalence de la notion d'identité. Il n'y a pas d'identité sans différenciation. Cela vaut pour les petits-enfants tout comme pour les régions. Pour acquérir une identité, je dois savoir qui je suis et ce qui me différencie des autres. Les identités collectives se forment lorsque les personnes reconnaissent suffisamment de points communs pour se différencier des autres. De tels processus de découverte d'identité requièrent du temps et ne se produisent pas nécessairement de manière linéaire. Souvent, ils sont remplis de contradictions et d'ambiguïtés, avec un grand potentiel de conflit. De manière générale, ils peuvent se développer dans 2 directions tout à fait opposées. Il en résulte soit une vision narcissique qui refuse et combat tout ce qui est étranger pour renforcer la cohésion interne, soit une vision qui agrandit le potentiel propre en trouvant dans les différences une motivation pour entamer le dialogue, l'échange et la coopération dans un but d'enrichissement mutuel. La Belgique est un véritable observatoire de l'ambiguïté des identités collectives. Les presque 200 ans d'histoire de notre pays ont été un chemin parfois difficile, pavé de conflits, d'accusations, de reproches. De tout temps, des divergences fondamentales concernant la conception de la structure étatique ont rendu la recherche de solutions institutionnelles difficiles. Mais aussi les plus petits problèmes quotidiens peuvent toujours se transformer subitement en un grand conflit communautaire. Régulièrement, il est question même d'un État défaillant et même le droit d'exister de la Belgique est parfois remis en question, soit de manière ouverte, soit à mot couvert. Ceci ne s'explique pas uniquement à cause des situations constatées de l'autre côté de la frontière linguistique. Souvent aussi, la xénophobie et l'euroscepticisme viennent s'ajouter à ces éléments et des réflexions identitaires sont souvent prises comme argument pour l'isolement et le rejet. Pourtant, l'histoire de la Belgique illustre aussi à merveille la recherche et la conclusion de compromis acceptables. Qui ne connaît pas le compromis à la belge? Ces compromis sortent d'un brouillard de contradictions. Ils paraissent particulièrement complexes, mais ils fonctionnent d'une certaine manière, pendant un certain temps, jusqu'à être remplacés par d'autres. Malgré tout ce potentiel de conflit, de tension, les relations entre les différentes entités de la Belgique ont aussi entraîné de nombreuses réussites, des enrichissements mutuels grâce à des échanges intenses et un sentiment d'appartenance à ne pas négliger chez de nombreux habitants. Pour pouvoir évaluer de manière réaliste les opportunités et les risques de nouvelles réformes de l'État, pour pouvoir poser les bases conceptuelles de réformes futures, nous devons prendre pleinement conscience, d'une part, de l'importance élémentaire de l'identité collective de chacune de ses composantes pour la stabilité et la survie de l'État belge,
et d'autre part de l'ambivalence de ce processus de recherche d'identité. Un véritable changement de paradigme s'impose. Les divers éléments de distinction réels ou présumés au sein de la Belgique ne doivent pas servir à construire des images hostiles qui attisent les conflits. Au contraire, ces différences doivent servir de point de départ à la recherche de complémentarité, d'enrichissement mutuel et de compromis créant des équilibres durables. La réussite ne dépend pas tellement de la boîte à outils disponible, mais surtout et essentiellement de la volonté intellectuelle et émotionnelle de tous les acteurs concernés. C'est lors de la rencontre des différentes identités que ces acteurs doivent faire leurs preuves. Ce moment peut se transférer soit en un choc qui entraîne des dommages irréparables, ou alors aussi en une rencontre enrichissante qui amène de nouvelles perspectives. Ce processus présente d'ailleurs de grandes similitudes avec la coopération transfrontalière, où il faut également reconnaître, accepter et surmonter les diversités et les différences. La coopération transfrontalière est possible uniquement si elle est autorisée et réellement souhaitée. Mais pour réussir sur le long terme, il faut maîtriser le savoir-faire et avoir la capacité d'une véritable communication interculturelle. Pour cela, il est important de comprendre la langue, la culture et la mentalité du voisin, tout comme il est important de connaître de manière précise sa situation économique, sociale, sociétale, administrative. Et ces mêmes éléments sont aussi très importants pour le vivre ensemble et la coopération au sein de la Belgique. Ce changement de paradigme offre des nouvelles perspectives pour le développement de notre modèle fédéral. La reconnaissance et le respect de la diversité identitaire, ainsi que la disposition et la coopération solidaire sans préjugés ni réserve, indiquent la voie à suivre et forment le fondement solide pour la future architecture institutionnelle. Les régions linguistiques mentionnées à l'article 4 de notre Constitution correspondent largement aux 4 réalités institutionnelles qui se sont consolidées dans notre pays depuis la fin de l'État central et même en partie déjà avant. Une large majorité des populations respectives ressent un attachement à celle-ci. Par ailleurs, un modèle avec 4 entités comporte une dimension polycentrique qui réduit du moins dans une certaine mesure une bipolarisation exagérée. Le système actuel avec ses régions et ses communautés résulte d'un fin compromis entre les thèses flamandes et francophones en lien avec le modèle fédéral en général, mais surtout le statut de la région de Bruxelles-Capitale en particularité. Partant de point de vue de principes inconciliables, ce compromis, cette véritable quadrature du cercle en quelque sorte, a permis la création de la Belgique fédérale, mais désormais, il entrave une action cohérente et efficace au niveau des entités fédérées. Si, après un demi-siècle d'expérience, la Belgique veut devenir un État fédéral adulte et vraiment efficace, il faut passer à une simplification systématique de la structure étatique sur base d'un modèle à 4 entités, même s'il faut maintenir très probablement des éléments asymétriques. Et je pense dans ce contexte particulièrement, et aussi à titre d'illustration, du futur statut de la région de Bruxelles-Capitale. Les conceptions diverses et largement incompatibles à ce sujet sont d'ailleurs la principale cause de la complexité institutionnelle en Belgique. Une région de Bruxelles-Capitale égale aux autres ne signifie nullement un isolement de cette région par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Bien au contraire, la véritable opportunité de cette région Bruxelles-Capitale se trouve dans la combinaison intelligente entre, d'une part, son ancrage régional et d'ailleurs aussi international, et d'autre part, le développement de sa coopération avec la Flandre et la Wallonie. Ce n'est pas l'affrontement, c'est la coopération qui doivent être mises en valeur. L'architecture de l'État belge doit être renouvelée fondamentalement
sur base d'une évaluation détaillée et sans tabou effectuée par les différents parlements et aussi par un large dialogue citoyen tel qu'il est envisagé maintenant et auquel on veut d'ailleurs un peu contribuer avec cette activité. Par ailleurs, il est toujours utile de s'inspirer d'une manière intelligente des expériences d'autres États fédéraux. Dans ce contexte, de nombreuses questions théoriques et pratiques surgissent quant à la répartition des compétences et des moyens, la participation des entités fédérées au niveau national, la coopération entre entités fédérées et la cohésion de l'ensemble étatique. Il faut trouver tout le temps un équilibre entre une approche et des éléments dissociatifs et une approche et des éléments coopératifs. Il faut aborder et s'occuper entre autres de sujets comme la cohérence des blocs de compétences, la différenciation de la compétence législative à travers des lois cadres et des législations concurrentes, de la hiérarchie des normes, de la fidélité fédérale, de la responsabilité des entités fédérées dans l'exercice des lois fédérales, dans l'exécution des lois fédérales, de nouvelles formes de péréquation financière verticale et horizontale. Mesdames, Messieurs, dans tous ces efforts que j'ai brièvement esquissés, le potentiel de la diversité belge peut se déployer et jouer un rôle essentiel et décisif. C'est avant tout la conscience identitaire des acteurs concernés et leur disposition à former des compromis équitables qui fera de cette diversité soit un parasite mortel ou un atout majeur. Et sans nul doute, moi je me prononce évidemment pour la dernière solution et je trouve d'ailleurs que la déclaration de B+ est un bel indicateur qui nous mène sur la bonne voie. Merci beaucoup. Vielen Dank, Karl-Heinz Lamberts. Et c'était exactement dans le délai qu'on avait demandé, notamment 15 minutes. Merci. Vincent Laborderie, tu deviendrais comme deuxième à la parole. Oui, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je vais avoir développer un argumentaire qui sera très différent des deux autres intervenants. Les deux autres intervenants, donc M. Lamberts, plaident pour la Belgique à 4 régions et la compréhension des entités mutuelles et collectives. Et Tim van den Put va parler de la fédération des compétences. Et donc, eux parlent de ce qu'il faut faire et moi, je vais parler de comment le faire. Parce que je crois qu'on a aujourd'hui un grand problème en Belgique sur comment faire les choses et comment avancer un peu plus loin. Et donc, je vais développer ça en ayant une vision que peut-être vous trouverez pas très optimiste ou peut-être voilà, à la fois peut-être pessimiste et utopique, mais on verra. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, en fait, moi, d'abord partir de l'idée que la Belgique, telle qu'elle est actuellement, n'est pas un système très fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de particularités par rapport à d'autres pays. On a le fédéralisme dual, on a le fait d'avoir, donc dual, ça veut dire avec principalement flamand et francophone, le fait d'avoir des communautés et des régions, le fait de ne pas avoir de hiérarchie des normes, le fait de ne pas avoir de partis politiques nationaux. Et en fait, l'une des grandes particularités, c'est que tout ceci s'est fait au fur et à mesure, de manière un petit peu incrémentale et à chaque fois en changeant quelque chose dans l'ensemble, mais sans que finalement on ait une vision d'ensemble dès le début ou même en cours de route de ce vers quoi on voulait arriver. Je crois qu'il n'y a pas grand monde en fait qui a eu cette vision-là dans l'histoire. À chaque fois, en fait, les différentes réformes de l'État, c'est pour ça qu'on parle de 6 réformes de l'État qui, à chaque fois, ont répondu à quelque chose qui se posait comme problème à un moment, sans forcément qu'il y ait un enchaînement très, très logique. Et si on regarde l'histoire de Belgique, eh bien, c'est souvent lié à des contingences, des compromis politiques à un moment, et les choses auraient pu tourner différemment, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est un peu bricolé et qui, moi, quelque part, me fait penser à une maison où, en fait, le couple qui appartient à la maison aurait fait des
des modifications à peu près tous les week-ends dans la rubrico et qui finalement se rendent compte qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent plus et des choses qui ne fonctionnent plus. Et voilà, je crois que maintenant, on a besoin d'autres choses. Alors, j'avais préparé une présentation. Oui, voilà. Je peux partager cet écran, donc ça va très bien. Je vais juste faire ça. Hop, alors, oui, voilà. Et donc, en fait, dire que maintenant, il y a des choses qu'il faut trancher. Il y a certains nœuds gordiens qu'il faut trancher et qui sont très difficiles à trancher. Donc, j'en ai juste mis 3, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, c'est la dualité entre communauté et région, la place de Bruxelles et ce qui se passe à l'intérieur de Bruxelles, les deux éléments étant évidemment liés. Et puis, dernier point, par exemple, une certaine hiérarchie des normes ou quelque chose qui ressemble à une hiérarchie des normes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, et surtout depuis 1991, le fédéralisme belge n'a plus été modifié dans ses structures et on ne fait que discuter de savoir telle compétence doit être à tel niveau, en haut, plus bas, etc. Donc l'innovation maintenant, en tout cas intellectuelle, c'est de dire qu'on peut refédéraliser des compétences. Mais en tout cas, ça a toujours été cette question-là. Alors que je pense que maintenant, il est temps de revoir la structure d'une manière ou d'une autre, pas forcément de manière fondamentale, mais en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et je parlais voilà, des plombiers aux architectes. Alors, celui qu'on appelle plombier, évidemment, c'est Jean-Luc Dehaene, qui avait eu un jour cette phrase célèbre qui ne répond pas à une question qui évoque un problème qui ne s'est pas posé. Et voilà, donc évidemment, quand il disait ça, c'était une pirouette pour répondre à un journaliste qui lui posait une question à laquelle il n'avait pas envie de répondre. Mais voilà, c'est peut-être un peu injuste, mais j'ai trouvé ça assez révélateur de l'idée que, bon, on répond au problème quand il se pose et pas trop en anticipant. Et la meilleure preuve de ça, je trouve, ce sont les dernières réformes de l'État. Alors, en 91, on met en place les structures telles qu'elles sont aujourd'hui, mais on conserve les régions et les communautés, on ne tranche pas. Parce que traditionnellement, eh bien, les francophones voulaient des régions et les flamands voulaient des communautés. Et donc, on a gardé un petit peu les deux. Voilà, je simplifie, mais en tout cas, on n'a jamais tranché ça. Et ensuite, les deux réformes de l'État suivantes sont des réponses directes à un problème, en fait. Donc, la 5e, c'était un problème de financement de la communauté française qui voulait être financée. Et la 6e réforme de l'État, une réponse à une demande de régionalisation du côté flamand. Et voilà, moi, pour dire il faut passer des plombiers aux architectes. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément d'architectes, finalement, quand on regarde un petit peu. Moi, j'en ai noté 4, enfin 4 architectes, plans en tout cas, on peut en noter d'autres. Hein. Bon, j'ai noté les résolutions du Parlement flamand en 91, qui correspond à quelque chose que ne veut pas B+, mais c'est un plan qui est relativement clair. Le projet confédéraliste de la NVA, c'est un plan tout à fait clair aussi. Alors là, on peut s'interroger, savoir si ce sont des architectes ou des démolisseurs, en l'occurrence, qui veulent reconstruire quelque chose, détruire la maison pour construire une cabane, mais enfin. Et puis, il y a Philippe Van Parijs qui a écrit, je crois, il y a 2 ans, Belgique, une utopie pour notre temps, et qui était une sorte d'architecture de ce que peut être la Belgique avec une vision de prospective. Et B+, qui quelque part est en train aussi de faire ça avec ce pacte pour la Belgique, ou en tout cas poser les bases de la chose sans forcément aller tout à fait dans le détail. Et juste en parlant de B+, je signalais un ouvrage qui date d'il y a 10 ans, Good Morning Belgium, qui avait comme sous-titre « Un fédéralisme revigoré ». Et donc voilà, il y avait ce plan-là, même si ce n'était pas forcément très, très détaillé non plus, mais il y avait ça qui existait. Et donc voilà, l'idée c'est de dire qu'il y a cette nécessité de revoir les choses dans la structure et pas seulement dans la répartition des compétences. Et malheureusement, je trouve que le système actuel nous empêche finalement d'avoir une vision ambitieuse comme ça. Ça nous empêche d'avoir une vision ambitieuse comme ça parce qu'il y a d'abord des contraintes institutionnelles et des contraintes politiques. Les contraintes institutionnelles, c'est qu'il faut évidemment une majorité de 2/3 pour changer la Constitution. Et en plus de ça, il faut une double majorité. Il faut, pardon, excusez-moi, je voulais, excusez-moi, voilà, pardon. Il faut une double majorité puisque, je voulais juste arrêter le partage, qu'on me voit un petit peu, voilà. Il faut une double majorité parce que si on veut faire une réforme de l'État ambitieuse, évidemment, il faut forcément toucher à la loi de financement, qui est une loi spéciale, et donc il faut une majorité dans les deux
groupe linguistique. Donc, ce sont des contraintes fortes. Et à ça s'ajoute la contrainte de l'article 195, que je ne détaille pas, mais qui en tout cas est relativement lourd. Ce n'est pas la place ici de le détailler, mais voilà, c'est une contrainte supplémentaire qui fait que la Convention de Venise, qui est une institution qui fait autorité, disait que la Belgique est l'un des pays qui a le système le plus lourd pour changer la Constitution. Et donc, on a tout ça. Et malheureusement, on a face à ça une situation politique qui est défavorable en fait à de grandes réformes, parce qu'on a un émiettement de la représentation des partis. On a de plus en plus de partis. Donc la dernière élection l'a montré, hein, c'est-à-dire le premier parti du pays, c'est la NVA à 27%, donc il y a quand même un nombre conséquent de députés. Mais si on regarde les sondages, ça sera encore moins, etc. Donc on a une espèce de d'égalisation des choses. On a aussi une poussée à l'extrême, c'est-à-dire que les partis qui ont le vent en poupe, c'est le Vlaams Belang et le PTB et PVDA. Et donc ce sont des partis que forcément on ne va pas intégrer dans une future réforme de l'État, non seulement parce que ce sont des partis anti-système, mais aussi parce que le PTB est un parti unitariste et le Vlaams Belang un parti indépendantiste. Donc, quand on fait une réforme du système fédéral, c'est très difficile. Et donc, finalement, c'est très compliqué de trouver une majorité. Alors là, je vais juste vous remettre la réalité des choses et la réalité du partage du pouvoir. Ça, voilà, c'est les sièges au Parlement. Donc, avec le petit, vous avez la coalition Vivaldi actuellement, 87 députés. Si vous rajoutez les partis, on va dire, qui sont susceptibles de voter une réforme de l'État, vous arrivez à, donc le CDH et Défi, vous arrivez à 94. Donc, vous n'avez pas 100. Et puis, j'ai pris le sondage de mars 2021. Qui montrait en fait que c'est encore plus difficile parce que en fait, ce sont les extrêmes qui gagnent de ce point de vue-là. Et le problème donc, c'est que si on se replace de comment, par exemple, a été faite la 6e réforme de l'État, eh bien la 6e réforme de l'État a été faite sans la NVA, évidemment, parce que la NVA a bloqué un certain temps pour ça. Les contraintes que je viens de dénoncer, c'est ce qui explique qu'on a eu aussi une crise très très longue en 2000-2011. Mais aujourd'hui, la situation est encore pire en fait. C'est parce qu'en 2010-2011, on a réussi à faire une réforme de l'État en prenant les 3 partis traditionnels plus les partis écologistes, donc 8 partis, mais qui sont 8 partis qui sont des partis fédéralistes. Aujourd'hui, même si on prend ces 8 partis, on n'arrive pas à avoir une majorité de 100 députés, donc on n'arrive pas à faire une réforme de l'État. Et pour illustrer un peu l'impossibilité d'intégrer la NVA ou d'aller vraiment plus loin là-dedans, je pense qu'il est intéressant de revenir sur ce qui s'est passé à l'été dernier, en fait. À l'été 2020, avec la tentative de la part, au départ du PS et de la NVA, de préparer une réforme institutionnelle. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on avait, donc ces 2 partis qui étaient avec le SPA, qui s'appelait SPA à l'époque, CDH, CDNV, qui s'est appelé la bulle de 5, en référence aux règles Corona, et qui tenter de prendre les autres avec lui, c'est-à-dire soit les libéraux, donc PNVLD, MR, ou les écologistes. Et puis finalement, il s'est passé un événement intéressant, c'est que les 2 partis libéraux et les 2 partis écologistes du nord et du sud du pays ont fait une sortie commune en disant que ce que proposait la NVA-LPS, eh bien, c'est quelque chose qui allait briser la Belgique fédérale, donc ils ne voulaient pas aller là-dedans. Et voilà, je trouve ça très, très intéressant de voir que finalement, les partis se positionnent. Et moi, j'ai schématisé ça un petit peu. Je vais vous montrer le schéma que j'avais fait. En fait, on peut finalement imaginer, voir 3 grands ensembles de partis. Encore une fois, si on exclut les extrêmes et si on prend les partis qui sont susceptibles de voter une réforme de l'État. Alors, sur un axe confédéralisme, fédéralisme là-dessus. Donc, le premier parti, évidemment, qui est un groupe à lui tout seul, c'est la NVA, puisque c'est le seul parti qui officiellement est pour le confédéralisme et en même temps pour l'indépendance à long terme, etc. Tous les autres partis sont officiellement fédéralistes, même si on peut discuter pour le CDNV. Et puis vous avez un deuxième groupe, qui est ce que j'ai appelé le groupe des centristes, en fait, puisque ce groupe-là
est capable de faire des alliances tant avec l'ANVA qu'avec l'autre. Et puis, dernier groupe, c'est voilà, le groupe que j'ai appelé les fédéralistes, donc les deux partis libéraux et les deux partis écologistes. Et on pourrait effectivement penser et estimer que ce que j'explique là, c'est un peu conjoncturel et lié à la situation à l'été dernier. Mais il faut voir que c'est les quatre partis-là, Écolo Groen, Open VLD, MR, ont un positionnement vraiment très fédéraliste, en fait, pour des raisons différentes. Chacun pour des raisons différentes. Écolo Groen, bon, c'est de longue date, surtout depuis qu'ils ont formé un groupe commun à la Chambre, et c'est très fort dans leur communication. L'Open VLD, il y a une logique politique à partir du moment où la NVA est le premier parti de Flandre à se distinguer de la NVA sur les aspects institutionnels pour ne pas disparaître, pour avoir sa propre identité. Et puis enfin, il y a le MR, en particulier avec Georges-Louis Boucher, qui en a fait quelque chose un marqueur en fait, depuis qu'il a fait sa fameuse interview pour expliquer qu'il était éventuellement pour le retour à la Belgique unitaire, même si bon, voilà, ce n'est pas très réaliste, mais il y a cet aspect-là. Et donc, en fait, voilà, je veux dire en théorie, NVA est ce groupe de centristes, de partis centristes, que j'appelle centristes, mais qui en fait sont les chrétiens démocrates, peuvent faire quelque chose qui serait un confédéralisme à quatre, ou alors de poursuivre une défédéralisation des compétences, qui ressemblerait à ce qui s'est esquissé l'été dernier, si on regarde ces partis. De l'autre côté, si on prend les 8 partis qui ont fait la 6e réforme de l'État, on pourrait avoir un fédéralisme, j'ai mis revigoré entre parenthèses, en étant optimiste. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir du blocage tel qu'on est actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour ça. Pour avoir un ensemble cohérent et qui arrive à trouver un accord qui puisse avoir 100 députés, plus de 100 députés pour avoir cette majorité, ça n'existe pas. Donc la seule possibilité, en fait, c'est de voir l'ensemble des partis fédéralistes, on va dire, les 8 là, qui arrivent à avoir cette majorité en 2024. Si on regarde les sondages, ça ne va pas en ce sens-là, mais ça peut arriver. Et sinon, il faut changer, en fait, de système et changer de mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme changement de mode de fonctionnement? Moi, j'ai une proposition qui est là peut-être un peu utopique. Alors déjà, il y a autre chose qui est possible, hein, qui est ce qu'on fait de manière traditionnelle avec les systèmes électoraux. On joue avec le système électoral et on introduit une dose de majoritaire qui fait que vous avez des partis qui gagnent les élections et qui donc sont beaucoup plus... Ouais. Mais bon, je laisse ça de côté parce que c'est pas du tout dans le pipeline pour l'instant, et ça n'est pas un enjeu. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui est dans l'accord de gouvernement qui prévoit qu'il y aura un large débat démocratique sur le sujet de la réforme de l'État qui impliquera les citoyens, la société civile, les milieux académiques. Alors, il y a des choses qui ont été décidées là-dessus, mais pour l'instant, rien n'est tout à fait acquis définitif sur cette question de ce que ça va vraiment être. Donc, l'avenir est ouvert. Et moi, je fais une proposition qui, encore une fois, peut paraître un peu utopique, c'est que pour dépasser ces jeux entre partis, il faut ajouter aussi autre chose, c'est que bon, le mode de communication, le positionnement de certains présidents de partis, je pense en particulier à Georges-Louis Boucher, à Paul Magnette ou à Conor Rousseau, qui sont pas forcément très enclins à faire des compromis. Pour dépasser tout ça, eh bien, il peut y avoir quelque chose d'intéressant de la part des citoyens en faisant de la participation citoyenne. Et donc, moi, j'ai pris comme exemple, en partant du G1000, plutôt de faire un G100 ou un G200, c'est-à-dire un groupe comme ça de citoyens qui sont désignés et puis tirés au sort, qui travaillent sur plusieurs mois, parce qu'il faut du temps pour ça, se font expliquer le système institutionnel belge tel qu'il est actuellement, avoir les différents partis et centres d'études des différents partis qui leur expliquent ce qu'ils veulent, différents groupements qui... Vincent, tu peux conclure? Oui, pardon. Voilà. Et qu'ensuite, tout cela sera évidemment soumis à la Chambre, puisque en étant en démocratie, tout de même, il faut que ce soit les députés qui approuvent. Mais de dire que ça peut permettre d'avoir une base intéressante pour avancer et trancher un certain nombre de choses.
Et puis, dernière idée, c'est que si jamais les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette base, on peut toujours imaginer une consultation populaire. Donc là, on couple démocratie participative et démocratie directe, sachant que une consultation populaire n'est pas un référendum, c'est-à-dire que c'est juste une indication, et donc après, il faut évidemment passer à un vote des politiques, mais on peut espérer, imaginer avoir la démocratie participative qui donne une direction et une impulsion à des discussions qui, sinon, je pense, en intellectuel des choses, en tout cas, aurait du mal à aboutir. Voilà. Merci Vincent. On va tout de suite discuter cette idée. Et maintenant, je ne sais pas si Tim van den Put est là parce que je vois... Ah oui, il est là, oui. Tim, we luisteren graag naar jouw voorzet nu. Ja, dank u wel, John. Goedenavond, bonsoir, goedenavond iedereen. Ik zit ook nog op een tweede scherm in de commissie Binnenlandse Zaken, waar de fameuze pandemiewet wordt besproken. En misschien moet ik daar straks even stemmen, maar ze gaan mij teken doen. Hopelijk moet dat niet gebeuren. Ik ga een presentatie proberen te sharen. En dat is deze. En dan share. Voilà, zien jullie de presentatie? Oké. Goed, zoals John al ingeleid heeft, ben ik al 15 jaar burgemeester hier in Hoeilaart. En Hoeilaart is een unieke groene gemeente, maar wij hebben ook een unieke ligging. Boven ons ligt het Brusselsgewest. Wij liggen in het Vlaamsgewest. En net onder ons, 300 meter hier van onze woning, begint Wallonië met de mooie gemeente Terhulpe, La Hulpe. En de kortste weg tussen Wallonië en Brussel, die loopt hier over Hoeilaart, de N275. Om jullie gewoon maar eens te zeggen dat ik al 49 jaar de staatshervormingen aan levende lijven of in levende lijven voel hoe dat het hier allemaal verandert. En ik kan gerust zeggen dat dat vaak niet in goede zin is veranderd. Ja, de inleiding is al gegeven, die ga ik overslagen. Eigenlijk ben ik sinds 2014 in het Belgische parlement, in het federale parlement, actief, verkozen voor VLD. En wat mij daar snel opviel, dat is dat er bij wetsvoorstellen, wetsontwerpen, resoluties, alles wat daar besproken wordt, dat in de eerste 5 zinnen altijd werd gezegd, ja, maar we moeten een concertation avec les régions en we moeten overleggen met de gewesten, we moeten advies vragen van de gewesten enzovoort. En al snel had ik door dat de staatshervormingen die er geweest zijn, de 6, dat die toch wel te ver zijn doorgeschoten. En te ver doorgeschoten, ik bedoel daarmee dat die altijd maar in 1 richting zijn gegaan. Van het federaal niveau zijn bevoegdheden, competenties naar de gewesten en naar de gemeenschappen gegaan. En dat is gebeurd, ik denk met de goede bedoelingen hoor, maar zonder echt veel na te denken over, is dat nu echt goed voor de mensen in de straat? Wat gaan zij in levende lijven daaraan hebben? Het ging dan meer over politieke positioneringen, politieke spelletjes om aan problemen te verhelpen. Ik heb daarnet in de slide BHV gezien. Wel, ik heb dat meegemaakt in de jaren 2004, 2005, 2010 Alexander De Croo die de stekker eruit trekt om die reden. En daarna is BHV gesplitst. Maar ik kan u zeggen, de mensen hier rondom Brussel en in Brussel en in de Vlaamse rand rond Brussel, die zijn daar geen sikkepiet beter van geworden. Ik ga even moeten onderbreken, want ik moet stemmen. Ogenblikje. 1 minuut.
Voilà, wij zien hier de democratie in werking. Ik ga nog even doordoen. Ja. Dus ik ga even een filmpje laten lopen. Dat is mijn campagnefilmpje van de verkiezing in 2019 en dat vat een beetje samen waarvoor ik sta. Horen jullie? Frieten en chocolade. Onze bedrijven die zorgen voor werk voor de inwoners. En die bedrijven die betalen ook te veel belastingen in vergelijking met de bedrijven in onze buurlanden. Hoe komt dat? Wel, de organisatie van onze staat en overheden is vandaag veel te complex. Dat zorgt ervoor dat alles traag gaat en duur is. Het zijn de bedrijven en de mensen die werken of gewerkt hebben die dat betalen. Traagheid is de oorzaak van een enorme achterstand in belangrijke maatschappelijke dossiers zoals openbaar vervoer, klimaat en activering van de werklozen. Mijn voorstel is om België terug eenvoudiger te organiseren. Gewesten en gemeenschappen gaan we niet afschaffen, maar worden samengevoegd. Ze blijven doen waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en ruimtelijke ordening. Waar de gewesten minder goed in zijn, bijvoorbeeld mobiliteit, klimaat en volksgezondheid, worden volledig op Belgisch niveau georganiseerd. Op die manier zal alles sneller verlopen voor de inwoners, zodat files en wachtlijsten vlotter opgelost worden. Als we België organiseren zoals een bedrijf, zoals elke KMO doet, zal onze overheid eenvoudiger, sneller en betaalbaarder worden voor elke inwoner van ons land. Dat is wat ik samen met u de volgende jaren hier wil doen. België is bekend in de wereld voor... Ja, ik moet even zien hoe dat ik dat afzet. Ja, goed. Samen met mijn collega burgemeester van Tulpen ben ik dan een plan BE begonnen. En beter eenvoudig. Misschien hebben jullie dat logo al gezien, maar dat is echt beginnen om ons land efficiënter te organiseren. Eenvoudiger, sneller. En als je iets eenvoudig organiseert, gaat dat snel gaan en zal dat ook minder duur kosten. Wat zijn principes voor een staatshervorming in mijn ogen? Ik wil er de derde als eerste uithalen eigenlijk. Dat is efficiëntie. Onze liberale partijen gaan uit van het woord efficiëntie. Het moet efficiënt zijn voor de burger. Het moet een volgende staatshervorming, dat moet een staatsvereenvoudiging zijn. En niet nog meer complexiteit eraan toevoegen, wat eigenlijk de 6 vorige staatshervormingen wel hebben gedaan. Dat wil ook zeggen dat, ik had het daarnet over het eenrichtingsverkeer van de vorige 6 staatshervormingen. Dat wil zeggen dat je een volgende staatsvereenvoudiging, dat die in 2 richtingen moet gaan. En ik heb er in mijn filmpje al over gepraat. Mobiliteit, volksgezondheid, ook energie, klimaat, dingen die niet stoppen aan gewestgrenzen. Hè. De lucht stopt niet tussen Wallonië en Brussel en Vlaanderen. Wel, gaat dat terug enkel en alleen op federaal niveau gebeuren. Ik heb het zelf voor mijn ogen een paar keer meegemaakt in het parlement, dat de dag voordat er een COP 21 of een COP 23, een klimaatakkoord Parijs en andere steden, moest gegaan worden. Met 4 ministers gaan we daar natuurlijk naartoe. Wel, was er nog geen akkoord tussen federaal en de 3 gewesten. En dat is zo op veel vlakken zo. Dus een aantal bevoegdheden moeten dringend solo op federaal niveau georganiseerd worden. En sommige dingen kunnen natuurlijk bij de gewesten blijven. En misschien zijn er nog dingen die beter bij de gewesten zijn en die vandaag nog federaal zitten. Dat kan ook. Maar laat ons het woord efficiëntie, laat ons efficiëntie voor de burger voorop stellen. Homogene bevoegdheidspakketten. Als je ziet vandaag mobiliteit, dat zit op 2 niveaus. Energie ook. Dus ja, laten we dat allemaal
op één niveau organiseren. Het moet een snelle, eenvoudige en betaalbare overheid zijn. Ik kom daar zelfs op terug. En we moeten natuurlijk minder ministers, minder parlementsleden, minder kabinetten en vooral minder administraties hebben. Een beetje cijfers. De uitvoerende macht vandaag, ja, de federale, dat zijn 54 regeringsmandaten die wij vandaag hebben. De cijfers staan daar. Voor een land van 11 miljoen of 11.500.000 mensen, de grootte nog niet van een stad als Tokio of zo, of Beijing, ja, hebben wij 54 ministers. Dat is fel overdreven. De wetgevende macht, de parlementsleden, waarvan ik er 1 ben, u ziet daar de cijfers ook, 567. Als we dit model, als China dit model zou overnemen, wel, dan zouden ze in China, denk ik, 2 grote voetbalstadions nodig hebben om al die volksvertegenwoordigers in te zetten. Dat is niet meer van deze tijd, dus daar moet ook serieus in gesnoeid worden. We hebben eens een optelling gemaakt van de overheidsadministraties. En vandaag in alle administraties, van het federale tot het gemeentelijke vlak, zitten meer dan 1 miljoen ambtenaren. Die ambtenaren die moeten betaald worden met belastingsgeld. Als je ziet de cijfers vandaag, ik denk dat wij een actieve bevolking hebben van 4,5 miljoen mensen, 4,3, ja. Wel, tel die daarvan af. Vandaag zijn het ongeveer, en tel nog de werklozen daaraf en de mensen die ziek thuis zijn, vandaag zitten we met minder dan 3 miljoen mensen, actieve mensen, in de privé, in andere grote bedrijven, maar dus niet overheid, die al de rest moeten betalen. Puur economisch kan dat ook niet. Dus mijn voorstel is ook om hier toch drastisch in te gaan snoeien. En als je de benchmarking neemt van de ons omliggende landen, Duitsland, Nederland en dan het EU-gemiddelde, dan zie je dat wij met 4 ambtenaren per 100 inwoners toch wel aan de hoge kant zitten. En dat je dat eigenlijk -1 zou moeten doen om op het Europese gemiddelde ongeveer te gaan zitten, of daar toch iets onder. Die -1 ambtenaar per 100.000 inwoners, ja, dat gaat over 110.000 ambtenaren minder. Ja, in euro's wil dat zeggen dat je ongeveer 6,5 miljard euro besparingen gaat doen. Structureel elk jaar. En dan help je ook het begrotingsonevenwicht dat er vandaag is, help je dat ook mee op te lossen. Ja, herfederaliseren. Ik moet u zeggen dat toen ik in 2015 voor het eerst op de bühne stond in het parlement over staatshervormingen te praten, dan zei ik, ja, kijk, er moet geherfederaliseerd worden. Dat was samen dat ik dat gedaan heb met de huidige premier Alexander De Croo. En toen was dat vloeken in de kerk. Ik werd daarvoor scheef aangekeken vanuit vooral N-VA, Vlaams Belang enzovoort. Ja, ik was een ketter in hun kerk. Maar uiteindelijk merk ik toch 5 jaar na datum dat onderwerp bespreekbaar is geworden bij vele partijen vandaag. Ook in onze partij hebben we dat door congresteksten moeten sleuren. Herfederaliseren is geen taboe. En de vorige spreker die heeft ons terecht gezet, helemaal rechts, bij de partijen die federalisme voorstaan. Maar dat wil ook zeggen, homogene bevoegdheden, staatshervormingen ook naar boven toe gaan toelaten. En bijvoorbeeld de bevoegdheid milieu. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar 3 administraties van gemaakt. En ook nog een stukje federaal natuurlijk. En dan hebben ze na een aantal jaren de gewesten beseft... Tim, kan je stilaan afronden? Ja, we moeten toch gaan afwerken. We moeten toch gaan samenwerken. Wat hebben ze dan gedaan? Een intergewestelijke cel-leefmilieu opgericht. En zo zie je dat in vele competenties dat men eerst splitst en dan terug samenvoegt en samenwerkt. Dat kost allemaal geld.
En dat moet toch veranderen. Voilà, ik ben juist binnen mijn tijd, John, of juist erover. Dit is hier een foto van op ons gemeenteplein als de Belgen speelden. En dat is ook de spirit. Het merk België en het merk Brussel is veel sterker in het buitenland dan Vlaanderen of Wallonië. Dank u. Oké, dank u. Ik zou onmiddellijk willen inpikken op wat u daarnet gezegd hebt. Dus eigenlijk binnen jouw partij heb je echt een evolutie gezien. Van denken van staatshervormingen moeten in 2 richtingen kunnen gaan. Het moet een rationeel gesprek kunnen zijn. Herfederalisering is geen taboe meer. Dat is, hoe komt dat? Wat zijn volgens jou de oorzaken van die evolutie? Wel, de oorzaken zijn toch een aantal trekkers. Mensen die er durven over praten. Dat is 1 zaak. 2, is het denk ik vooral het budgettaire, de tewerkstellingsgraad die bij ons veel te laag is in heel België enzovoort, dat je toch moet zeggen, kijk, we moeten dat niet alleen doen. De tewerkstellingsgraad in Vlaanderen is hoger dan in Wallonië, dat weten we. Maar ook ik heb duidelijk gemaakt bij ons in de partij dat ook in Vlaanderen tussen de verschillende provincies de verschillende verscheidenheid is. Als het over taal gaat bijvoorbeeld, iemand die in Limburg woont en iemand die in West-Vlaanderen woont, en die spreken alle 2 hun dialect, die verstaan elkaar ook niet. Hè? En door zo op een subtiele manier dat te gaan doen, zijn we er toch in geslaagd. En ik kan u zeggen, op dat fameuze congres in 2017, denk ik, hebben we toch mensen overtuigd dat we in het kader van efficiëntie toch die herfederalisering moeten gaan bewerkstelligen. Dus voor onze partij gaat dat toch wel een sterk standpunt zijn, ook binnen de oefening die nu gestart is bij de 2 ministers die daarvoor bevoegd zijn. Bij uw partij is het inderdaad duidelijk, maar wat me toch verbaasd heeft, is dat er eigenlijk, want het principe van herfederaliseren staat ook in het Pact voor België, dat het uiteindelijk door 9 partijen onderschreven is, waaronder ook de Christen-Democraten, de CD&V. Is het uw indruk, u zit toch al een tijd in de Kamer, dat idee eigenlijk toch wel stilletjes aan opgang maakt? En dat er inderdaad, ja, onder heel wat Vlaamse partijen, behalve N-VA en Vlaams Belang vermoed ik, of misschien zelfs een beetje N-VA, dat inderdaad, ja, dat men daar rationeler naar kijkt. En dat het niet per se meer eenrichtingsverkeer moet zijn. Er is een bevraging geweest 2 jaar geleden, denk ik. En je hebt het ook nog net voor de webinar begonnen gezegd. Ook bij Vlaams Belang en ook bij N-VA zijn er kiezers die meer België willen. Ja? Dus niet iedereen die bij Vlaams Belang of bij N-VA kiest, die kiezen voor het opsplitsen van het land, die kiezen voor andere zaken, die kiezen een stuk voor economisch profiel. Want ik kan u zeggen, een stuk van ons kiespubliek, ons economisch kiespubliek zit vandaag bij de N-VA. Maar dat is niet omwille van separatistische zaken. Bij Vlaams Belang ook. Zijn mensen die mijzelf zeggen, we hebben op Vlaams Belang gestemd, maar eigenlijk willen wij meer België, hoor. Wij willen dat hier allemaal een beetje opgelost geraakt en dat het hier allemaal eenvoudiger is en dat we minder belastingen moeten betalen. Maar waarom stemmen die Vlaams Belang? Omdat de traditionele partijen er maar niet in slagen om dat te gaan bewerkstelligen. Dus ja, ik zie wel binnen het parlement dat meer en meer van de kelder naar... of van de kerker naar de kelder is gekomen en nu moet het nog van de kelder naar het woonverdiep krijgen. Ja, je pose cette question parce que Vincent Laborderie a décrit une situation que selon lui, quand on regarde à la réalité des partis politiques, il dit que c'est très difficile. De trouver une majorité pour quoi que ce soit dans le thème de la réforme d'État. Tandis que toi, tu dis non, ce thème est en train de devenir de plus en plus populaire et peut-être il y a... Bon, mais Vincent va te dire, moi, quand je regarde les chiffres,
il n'y a pas une majorité là. Donc, ce n'est pas possible. Ouais. C'est vrai, hein, aujourd'hui, avec la constellation du Parlement, ce n'est pas possible. À mon avis, il faut que une ou quelques partis mettent ça dans le top 2, 3 de leur programme. Et deuxièmement, peut-être il nous faut une nouvelle partie avec ce thème, comme le NVA séparatisme, ce thème, plus de Belgique, et faisons un État efficace. Est-ce que ce serait un parti belge alors? Ou... Pardon? Est-ce que ce serait un parti belge? Ja, dat moet een partij zijn die die in de 3 gewesten opkomt. Hè? En dat die daar een dingen... Dus, maar daar is werk aan de winkel. Moet u toegeven dat ik daar toch wel al een paar jaar mee zit te broeden, of hoe dat moet gebeuren. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de liberale partijen dat in zich hebben om dat te gaan doen. Dus ik vind ook dat MR en VLD een veel sterkere tandem nog moeten vormen op dat en op andere vlakken. En dat wel kan aanslaan bij een breed publiek in de 3 gewesten. Ja, donc quand même, bon, la route électorale de cette façon-là, donc essayer de fonder un parti belge. Oui. Terwijl Vincent Laborderie a dit, bon, non, je n'y crois pas, il faut essayer cet exercice de participation citoyenne. Mais et je demande aux 2 politiciens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que cette route, la participation citoyenne, le G100, est-ce que ça peut donner une solution et débloquer la situation? Karl-Heinz, peut-être. Oui, je voudrais faire quelques remarques. Je crois que nous ferions une très grande erreur si nous focaliserions tout le débat sur la question de savoir plus ou moins de compétences aux régions ou à l'État. Ça, c'est une vision qui est pour moi beaucoup trop partielle. Moi, je crois qu'il faut réévaluer l'ensemble du fonctionnement de notre État. Il faut partir de bases solides. Et pour moi, les 4 régions linguistiques sont les vraies et uniques bases solides pour construire un État qui ne devient pas trop compliqué. Et puis, il faut imaginer une répartition des compétences avec des blocs cohérents, mais aussi avec des nouvelles formules. Nous avons ici en Belgique principalement des compétences exclusives. Dans tous les autres États fédéraux européens, que ce soit la Suisse, l'Autriche ou l'Allemagne, pour prendre les plus importants, ou d'ailleurs les seuls autres États fédéraux, on a dans les mêmes matières une compétence fédérale, une compétence des Länder ou des régions ou des cantons en Suisse, où un niveau peut fixer des principes généraux et des éléments communs, et l'autre niveau peut alors préciser. On a aussi une autre façon de régler l'exécution des lois fédérales. En Allemagne, par exemple, une loi fédérale est en principe exécutée par les gouvernements des Länder et pas par le gouvernement fédéral. Il faut, pour que le gouvernement fédéral allemand puisse exécuter lui-même une loi, que la Constitution prévoit le cas spécifiquement. Donc, il y a des modèles beaucoup plus complexes. Oui. Ce qui pose alors autrement aussi la hiérarchie des normes. Et puis, une remarque, et puis je viens à la question de la consultation populaire et au dialogue citoyen. On peut aussi s'épandre sur le nombre de ministres. Quel est l'État fédéral dont tout le monde parle le plus en termes élogieux? À ma connaissance, c'est la Suisse. Un État qui est beaucoup plus petit que la Belgique. Alors, il faut savoir que les 26 cantons suisses ont chacun entre 5 et 7 ministres. Donc, ça fait au moins 150 ministres régionaux. Ils ne s'appellent pas ministres, ils s'appellent Regierungsrat en allemand ou conseillers d'État en français, mais c'est ça. Donc, ça sont des débats qui, pour moi, sont un peu marginaux. Qu'est-ce que peut apporter maintenant un vrai processus de dialogue citoyen? Là,
Bon, ici, au Comité germanophone, nous avons une expérience en cours qui est assez intéressante. J'ai participé beaucoup au débat sur les dialogues citoyens dans le cadre de ma fonction à la tête du Comité européen de région. Et il y a certainement beaucoup de mérite à tenter cette expérience. Mais il faut bien être sûr de ne pas se lancer ni dans des illusions, ni dans des déceptions préfabriquées. Quiconque croit que dans une matière comme la structure institutionnelle de la Belgique, avec toute la diversité dont j'ai parlé tantôt dans mon intervention, un dialogue citoyen de 150 personnes, combien qu'on choisirait, puisse apporter des résultats miraculeux, je crois qu'il se met le doigt dans l'œil d'une façon qu'il aura très mal pendant très longtemps. Cependant, je voudrais bien donner la chance à cet exercice. Ça mérite d'être testé, mais il faut surtout aussi, quand on fait une expérience de ce type-là, il faut bien savoir quelles questions on pose et quelle est l'information de départ et comment on évolue. Je crois que pour le problème particulier de la structure de l'État belge, rien finalement nous évitera à repartir dans des vraies négociations qui peuvent être enrichies par des expériences, des expertises et certainement aussi par le résultat d'un dialogue citoyen. Mais je ne suis pas sûr que la solution miraculeuse fera être vite trouvée sur la table. Vincent, je vois que tu es d'accord que ce n'est pas une solution miracle. Non, mais justement, on va détailler un petit peu. Effectivement, moi, ce que j'imaginais dans un premier temps, c'est que ce G100 ou 150 ou 200, en fait, pose des bases pour ce qu'on veut pour la Belgique. Et tranche quand même un certain nombre de choses par rapport à ça, par rapport, par exemple, les 4 régions, où est-ce qu'il faut une certaine hiérarchie de normes d'une manière ou d'une autre, et qui pose des bases, qui tranche des choses, et qu'après, les politiques négocient aussi en fonction de ça avec ces grandes guidelines, en fait. Voilà. Mais sans aller effectivement dans le détail, parce que bon, tout est d'une telle complexité qu'on ne peut pas demander à des citoyens même de... Voilà. Mais de dire qu'est-ce qu'on veut que ce soit la Belgique, qu'est-ce qu'on veut que ça ne soit pas aussi, surtout. Qu'est-ce qu'on veut surtout que ça ne soit pas. Et donc, quels sont les problèmes identifiés qu'on veut résoudre. Et je pense qu'il y a quelques nœuds gordiens qui pourraient être tranchés comme ça. Et voilà, ce que je disais, hein, la question de hiérarchie ou pas des normes, qui est liée avec les compétences concurrentes, etc. Communauté-région, et puis la question de Bruxelles, et éventuellement Bruxelles et sa périphérie, même si c'est très, très sensible. Mais voilà. Mais peut-être ce serait une façon de cristalliser cette majorité des Belges qui ne veut pas un séparatisme, mais qui a difficulté à se prononcer politiquement. Et donc, la chose que Tim a proposée, c'est bon, essayer de démarrer un parti belge qui veut vraiment se montrer et qui veut se profiler sur ce thème. Et ta proposition, Vincent, c'est plutôt, on peut, par le biais d'une participation citoyenne, essayer aussi de faire un peu le même exercice et on fait donner la voix à cette majorité des Belges qui ne veulent pas que le pays est séparé et essayer de trouver des fondements d'un tel Belge nouveau. C'est ça, non? Oui, ça peut être ça, oui, voilà. Qui ne veut pas que le pays se sépare et qui veut que le pays fonctionne. Ouais. Voilà. Parce que... Et qui veut, pas fonctionne, mais qui veut que le pays soit organisé d'une façon efficace. Efficace. Moins cher, plus vite, très simple. Oui, maar zijn we het erover eens hier, alle drie? Ik vraag nu aan alle drie. Dat daar waarschijnlijk heel veel Belgen achter staan. Zeker een meerderheid. Achter een België dat beter werkt en dat desnoods
bepaalde materies moet herfederaliseren, andere misschien regionaliseren, maar op een rationele manier daarnaar kijken. Ik vraag gewoon jullie gevoel. Hè. Ik ga direct antwoorden. Ja, ik denk als er zo'n partij een goed programma voorbereidt, een goede marketing, en dat je in elke dorpstraat en kerkstraat dat gaat verkopen, dan garandeer ik dat zo'n partij boven de 30% scoort. Boven de 30%, zeker. Dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Dans chaque région, plus 30%. Je suis convaincu. Qu'en pensent les autres? Moi, je pense qu'il y a plus de 30% des gens dans chaque région qui sont d'accord avec ça, ça c'est sûr. Après, c'est pas pour ça qu'ils voteront pour ce parti-là, parce que c'est... Voilà. Mais je crois qu'il faut se méfier aussi d'être trop simple au risque de devenir populiste. Hein. Qui ne serait pas d'accord pour dire nous voulons un État plus efficace? Qui ne serait pas d'accord pour dire nous voudrions tous payer moins d'impôts? Qui ne serait pas d'accord pour dire il faut que ça aille plus vite? Tout ça, c'est évident. Et en plus, c'est juste. Mais je ne crois pas du tout dans une évolution politique. En tout cas, je ne l'accréditerai pas et je ne l'appuierai pas non plus. Où on dirait maintenant, on oublie tout le paysage politique belge avec tout son ancrage historique, et avec ses points faibles et points forts. Et on va maintenant faire ce parti-là qui part sur quelques principes simples et de bon sens. Moi, je crois qu'il faut faire atterrir le bon sens partout. Il faut que ceux qui aujourd'hui sont les décideurs politiques, mais aussi socio-économiques, dans la société civile, dans le monde de l'entreprise et des syndicats, que tout le monde se ressaisisse et devient vraiment conscient. Est-ce que ça, c'est le nouveau paradigme dont vous parlez? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je crois que la Belgique, avec tous ses avantages et défauts, elle a un grand défaut. Et il suffit encore de lire les journaux ces derniers temps. On veut faire des chemins pour vélo à Bruxelles et subitement, ça devient déjà tout de suite une histoire communautaire. On s'amuse de se bagarrer sur la question de savoir s'il faut donner plus de liberté aux Flamands parce que le pourcentage de vaccinés est un peu plus important. Donc, c'est une mentalité, c'est une approche de la politique qui est mauvaise et qui est, je dirais, on dirait... Peut-être ça apporte beaucoup de votes. Oui, mais en allemand, je dirais, c'est la Fratz de la belgische politique. Non, il faut se saisir et devenir responsable. Ça doit quand même être possible de se rendre compte du fait que notre histoire, notre diversité, notre petit pays avec cette densité de population très importante est quelque chose qu'on pourrait faire fonctionner vraiment très bien si on arrêtait à se bagarrer tout le monde, à aller tout le temps chercher la faute chez l'autre et à organiser quelque chose de cohérence. Ça, je crois que c'est important et en tout cas, pour ce qui concerne notre petite communauté germanophone, nous sommes prêts à mettre tout notre poids, qui hélas n'est pas très grand, dans une approche comme ça. Et en tout cas, nous sommes aussi convaincus que les possibilités que la transformation de l'État belge en État fédéral et pour nous alors de gérer nous-mêmes un certain nombre de choses nous a permis quelque chose d'extrêmement positif et nous n'avons pas du tout envie d'abandonner cela. Au contraire, nous voudrions le consolider, mais je suis personnellement aussi tout à fait d'accord pour dire certaines compétences seraient mieux gérées au niveau fédéral. C'est évident, climat et mobilité, pour prendre que ces deux exemples-là, me paraissent tout à fait évidents, et la sécurité sociale d'ailleurs aussi. Monsieur Lamberts, je veux revenir sur ce que vous avez dit au début. Oui, il est évident que tout le monde veut un État efficace, moins cher, simple et tout ça. Mais depuis des années, depuis des décades, il y a des partis qui disent ça, mais qui ne font pas ça. Et ça, c'est le vrai problème. Même ma partie, avec votre parti, on a augmenté les impôts pour résoudre les trucs. Donc,
on dit quelque chose, mais attention, le citoyen n'est pas stupide. Il voit, ah, ce type-là, ce politicien dit ça, mais il fait justement l'inverse, on ne vote plus. Et moi, je veux une partie, et je veux ça au sein de la partie libérale ou des partis libéraux, je veux qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et ça, c'est très simple et c'est ce que le citoyen attend. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai survécu 40 ans en politique ici en faisant toujours ce que je dis et en disant ce que je fais aussi, oui, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais là, le jeu politique a quelques évolutions maladives qu'il faudrait avoir le courage tous ensemble d'abandonner une fois pour toutes et d'aller vraiment vers les intérêts et les enjeux fondamentaux qui intéressent la vie quotidienne des gens. Maar Karl-Heinz, hoe croyez que, bon, bijna met een morele oproep, andere partijen te overtuigen van we moeten nu een betere structuur maken. Maar Vincent Laborderie, bon, il a montré les chiffres. C'est très difficile de trouver les majorités dans le jeu politique actuel. Mais peut-être tu vois quand même. Tu peux... Bon, d'abord, le jeu politique actuel, c'est ce que la population belge a désigné démocratiquement. Ça, il faut quand même le dire aussi. Et je ne suis pas un partisan inconditionnel des régimes majoritaires. Cela soit dit en passant. Mais je crois qu'il y a quand même quelques évolutions que je sens et que peut-être le processus tel qu'il est engagé maintenant, avec d'une part l'évaluation dans les parlements, il y a l'évaluation qui se fait à la Chambre et au Sénat, il y a certaines entités fédérées qui commencent à travailler là-dessus. En ce qui nous concerne, nous avons déjà ici travaillé pendant 5 ans dans la précédente législature en détail sur toutes ces questions-là. Et le processus de participation citoyenne, tout ça, je crois, c'est intéressant. Et je lis de manière approfondie tout ce qui s'écrit dans les journaux belges sur cette histoire de la réforme de l'État depuis 50 ans. Moi, j'ai commencé en politique aux alentours des années 70 et j'ai suivi ça de très, très près. Et je vois quand même des évolutions et je crois que ça mérite d'être essayé. Il faut mobiliser. Et là, je trouve que B+ a un grand rôle à jouer. Il faut aussi mobiliser la population, même, comme vous le dites très justement, les électeurs de l'N-VA et du Vlaams Belang, qui ne sont pas des séparatistes, c'est la majorité de leurs électeurs. Et il faut que les médias, que les mouvements comme B+, et d'autres initiatives mobilisent un peu la population pour qu'elle mette leurs politiciens sous pression. Et moi, je crois que ça mérite en tout cas d'être essayé, mais je ne suis pas du tout sûr de l'issue. Je n'ai pas de solution miracle dans ma main. Si j'avais ça, je ne serais pas assis ce soir ici en discutant de ça. Oui. Ik krijg hier signalen dat er zijn ook heel wat vragen, dat we die stilletjes aan een kans moeten geven, hè, want we willen ten laatste zeker om 10 uur afronden. Maar ik noteer eigenlijk toch wel bij verschillende mensen dat ze, bij de verschillende sprekers, dat ze nieuwe tendensen zien die kansen bieden. Hè. Zowel in de klassieke politiek als bij burgers. Die kunnen benut worden om stappen te zetten in de goede richting. Tony, ik kijk eens naar jou. Er zijn heel veel vragen. Ik heb daar natuurlijk amper kunnen naar kijken. Dus ik heb alleen een vraag zien passeren of een opmerking van stemmen zoals die van Tim van den Put. Die zouden meer in de Vlaamse media aan bod moeten komen. Dat heb ik wel gezien toevallig, maar dat was een heel korte opmerking. Dat is inderdaad soms ook wel een probleem. Dat niet altijd mogelijk is om in de media die andere stem te laten horen. Ja. Tony, heb jij bepaalde vragen die je naar voren wilt schuiven? Of? Ja, zeker. Ik heb hier een vraag van Mireille D. De achternaam ontsnapt. Degain, je crois.
Ouais. La question que Mireille pose, et je la cite, bonsoir, ne serait-il pas extrêmement positif que lors d'une éventuelle 7e réforme de l'État soit mis dans le package final la ratification de la fameuse convention cadre concernant les minorités? Cela résoudrait un pan entier de la problématique communautaire. Merci d'avance pour votre réponse. Et elle a ajouté que cette question était plutôt adressée à M. Lamberts, mais ce serait sans doute intéressant de connaître la réponse des autres orateurs. Oui, je travaille aussi depuis des décennies au Conseil de l'Europe, et notamment en congrès des pouvoirs locaux et régionaux de ce Conseil. Et je ne peux que regretter, comme je l'ai fait toujours, que la Belgique ait signé un jour, mais jamais ratifié la Convention sur la protection des minorités nationales, tout comme elle n'a pas ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les langues minoritaires. Là, il y a des droits fondamentaux et individuels qui sont garantis, mais il ne faut pas se faire donner des illusions aussi. Je connais tous les détails de ces conventions très bien, aussi techniquement. Je suis en contact régulier avec les services du Conseil de l'Europe qui s'en occupent. Il ne faut pas avoir des illusions. Le niveau de protection qui est inscrit dans ces conventions est un niveau de protection que nous avons dans 90% des situations en Belgique déjà passées depuis très longtemps. Le problème qui reste aigu dans cette matière, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Belgique ne ratifie pas, et surtout le gouvernement flamand, tout parti confondu d'ailleurs, s'y oppose avec beaucoup de force et d'émotion. On ne veut pas que les francophones vivant sur le territoire flamand puissent profiter de droits qui sont inscrits dans cette convention. C'est ça le vrai problème dans tout ça. Et ce problème-là, il est de la nature de celui dont on a cité tantôt, c'est BHV. Je ne crois pas que ce sont ça les problèmes qui sont vraiment tout à fait fondamentaux, mais il faudrait aussi s'occuper de ces problèmes-là. Et personnellement, je serais très heureux si la Belgique enfin ratifiait ces traités internationaux. Oui, mais est-ce que ce serait si simple que cela résoudrait à part entière la problématique communautaire? Non, je vous dis que, d'après ma connaissance, et elle n'est pas superficielle, ça ne résoudra rien du tout en Belgique. Ça, c'est tout à fait clair. Ouais. Et ça améliorera certaines situations, et notamment les situations des francophones dans la périphérie bruxelloise et quelques situations de ce genre-là. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas une base parce que pour la simple raison que cette convention se limite essentiellement à définir des droits individuels. C'est très bien pour les Fries aux Pays-Bas, pour les Sorbes en Allemagne, mais ça ne règle pas les problèmes belges. Ça, on a déjà souvent discuté de ça d'une manière vraiment émotionnelle à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où il y avait une fois une position très claire qui critiquait la Belgique et où finalement il y a un lobby tellement puissant, je ne dirais pas par qui, mais par des politiques très connus en Flandre pour faire sauter alors cette histoire. Mais le fait qu'on discute de ça, c'est bien un indice sur ce qui ne marche pas dans la manière constructive de voir les problèmes. Ouais. Moi, je trouve que, pour terminer avec ça, la Belgique a ce problème suivant. Ici, tout le monde est une minorité. Les germanophones, vraiment. Parce que ça, il ne faut pas compliquer à expliquer. Les francophones sont devenus une minorité, mais parfois, ils se comportent encore comme la majorité du début de l'État belge. Et les Flamands sont depuis longtemps une majorité, mais ils ont encore toujours des réflexes de minorité qui sont historiquement ancrés. Et si on va dans la théorie de l'identité dont j'ai tantôt un peu cité quelques éléments, on peut formidablement analyser ça scientifiquement. Une autre question, je vois, c'est un peu évident peut-être, mais une Belgique à 4 régions avec un État fédéral fort, est-ce que cela c'est possible? J'ai l'impression que les 3 panélistes sont, en tout cas, ils sont pour cela. Hein? Mais la question est, est-ce que c'est possible? Ouais. Et
bon, et cette question-là touche naturellement beaucoup de différentes choses. Hein. Ouais. Les calculs de Vincent, la complexité. Hein. Ouais. Je vais encore prendre la parole, mais je ne vais pas la monopoliser. Non seulement elle est possible, c'est la seule issue. Je suis convaincu depuis des décennies et je suis quand même, à mon âge, ça fait du plaisir quand même parce que je ne suis pas à l'aube, mais plutôt au crépuscule de ma vie politique. Je vois de plus en plus de gens de tous les partis qui s'inscrivent dans cette philosophie-là. Et c'est très simple. Pourquoi? C'est simple. C'est une réalité. C'est le rapport Harmel décidé en 1946, publié en 1958, qui a mis les bases. Et si on part de là, et si on ne s'amuse pas à se faire la guerre à partir de ça, mais de prendre ça comme ancrage pour coopérer correctement, on peut faire des choses extraordinaires. On peut supprimer cette complication qu'il y a du côté francophone. On peut aussi simplifier quelques visions flamandes sur Bruxelles. Et pour Bruxelles, c'est l'Eldorado. Bruxelles doit devenir cette métropole avec sa dimension spécifique. Le bruxellaire, c'est ni un flamand ni un wallon, c'est un bruxellaire. C'est une ville de plus en plus métropolitaine aussi. Et la grande chance, c'est qu'on coopère. Je prends parfois pour rigoler, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je prends comme exemple l'État d'Andorre. L'État d'Andorre a un enseignement de 3 types. Il y a l'enseignement organisé par l'État d'Andorre en catalan. Il y a l'enseignement organisé par l'État espagnol en Espagne et il y a en espagnol et il y a l'enseignement francophone organisé par la République française et le président de la République française est coprince d'Andorre, ce qui l'amuse beaucoup d'un point de vue protocolaire. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais on peut trouver des coopérations. Tout ce qu'il y a comme lien entre Flandre et Bruxelles, entre Wallonie et Bruxelles via la communauté française, ça peut vraiment se faire d'une manière constructive et dans l'intérêt mutuel. Mais il faut changer d'état d'esprit là-dedans. Ça serait si simple, en fait, mais il faut juste changer un peu de mentalité. Vincent ou Tim, oui. Tim, oui. Ja, dat is eigenlijk de essentie van mijn voorstel. Hè? Om zaken federaal te organiseren, enkel federaal, dan bij de gewesten. Dus gewesten en gemeenschappen worden één. En dan met er zijn er 4. Ja, en dus, ja, maar nu hebben we een Franstalige gemeenschap met het Waalse gewest enzovoort. Dus dat moet 1 zijn. En dan heb je 4 gewesten, 4 régions, avec les compétences des régions et des communautés. Donc 4. En dan met een sterke staat, met een sterke federale staat met duidelijke bevoegdheidsafbakening. En wat er ook moet komen, dat is als we dat gaan doen, een hiërarchie der normen. Want als de 4 gewesten er niet uit geraken, belangenconflicten enzovoort, dan is het de federale staat die beslist. Die hiërarchie der normen moet er zijn, anders ça ne marche pas. Tu sembles d'accord, Vincent? Oui, non, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est la formule la plus logique. Il faut voir aussi, quand on est quand même les seuls à avoir ça au monde, hein, quasiment, d'avoir deux types d'entités fédérées qui se superposent et s'entrecroisent comme ça. Et la hiérarchie des normes, c'est aussi... La hiérarchie des normes, oui, bien sûr. C'est aussi... Je dirais que je pense que la formule idéale, ça serait de dire que pour certains domaines, on fait la coopération, mais qu'à un moment, si on n'arrive pas à coopérer, le fédéral doit pouvoir trancher. Voilà. Et on peut définir ces domaines très précisément et dire que ce n'est pas toutes les compétences, mais on parlait de la mobilité. Voilà. Et ça ne peut pas être forcément toute la mobilité. Je veux dire que le fédéral n'a pas à s'occuper de ce qui se passe à Liège ou à Namur. Par contre, il a à s'occuper de ce qui se passe entre Louvain, Overijs et Wemmel, voilà, avec le Bruxelles et sa périphérie. Et pareil pour l'environnement, etc. Donc, mais juste pour revenir sur la Belgique à 4, il faut aussi se dire que, comment dire, il y a des institutions comme les médias francophones, etc. On ne va pas scinder les RTBF en morceaux. Il faut juste se dire, voilà, la compétence appartient aux régions. Et puis les régions peuvent se mettre ensemble pour tel ou tel projet de manière très, très pragmatique.
Je voudrais encore ajouter un mot sur la hiérarchie des normes, si vous permettez, parce que c'est un sujet qui est très important et qui, cependant, doit être contextualisé. L'histoire de la hiérarchie des normes est souvent liée à l'adage allemand Bundesrecht bricht Landesrecht, donc la priorité du droit fédéral par rapport au droit des Länder en Allemagne. Et la hiérarchie des normes en elle seule, ça ne dit encore rien. Le vrai problème, ce n'est pas la hiérarchie des normes. Le vrai problème, c'est le mécanisme, la méthode de répartition des compétences. Parce qu'en Belgique, vous avez en principe des compétences exclusives. Et quand il y a des compétences exclusives, alors le problème de la hiérarchie des normes ne se pose pas parce que ou bien c'est le fédéral ou bien c'est le régional qui est compétent. Et il n'y a que des cas très complexes où on peut avoir une interférence. Mais ce qui est, à mon avis, nécessaire en Belgique, beaucoup plus encore que la hiérarchie des normes, et ça conduirait aussi à une hiérarchie des normes, c'est que dans certaines matières, on dise les grands principes communs sont de la compétence de l'État fédéral, et les régions peuvent alors soit exécuter, soit mettre des règles particulières. C'est l'Allemagne qui fonctionne comme ça, l'Autriche encore plus, et la Suisse est encore plus compliqué. Et dans ce contexte-là, ou quand il y a une compétence concurrente, comme en Allemagne, on a par exemple le système que certaines matières sont de la compétence des régions, sauf si le Bund décide de se les approprier pour des raisons précises. Dans ce cas-là, c'est la hiérarchie des normes qui joue, mais le problème de hiérarchie des normes tout seul, ça ne dit encore rien. C'est une vision plus complexe, plus évoluée, s'inspirant davantage de l'expérience décennale d'autres États fédéraux sur la répartition des compétences qui est le vrai problème. J'ai encore quelques questions ici que je voudrais proposer. Une personne demande que si l'apprentissage des autres langues nationales à l'école ne devrait-elle pas être imposé dans les programmes scolaires? Bon, qui aimerait reageren? Oui, Tim? Ja, dat is vandaag het probleem. Je ziet vandaag in Vlaanderen dat de leerlingen op de lagere school, op de middelbare school, veel minder Frans krijgen. En dat zie je ook bij de adolescenten. Hè. Mijn dochter is 22 jaar, de oudste. Wel, die kan veel minder Frans dan ik op mijn 22 jaar. En ik vind dat taal in ons land, hè, we zijn het kruispunt van Europa, Frans, Nederlands moet er zeker zijn, Duits zou eigenlijk ook meer op de voorgrond moeten treden, want dat is toch een Europese taal, Duits. En dan zie je ook het Engels. En ik zie dat vandaag Engels meer wordt gebruikt dan Frans of dan Duits. Taal is een toegang tot een job later, tot een sociaal leven in een multiculturele Europese omgeving. En ik zie het alleen maar achteruit gaan en dat is omwille van 15 of 20 jaar N-VA in een Vlaamse regering en die zit dat stilletjes, stukje bij stukje toe te draaien. Philippe van Parijs stelt voor dat het Engels de Belgische voertaal wordt. Wie stelt dat voor? Philippe van Parijs. Het is een boek dat ja. Laborderie ook signaleert. Ja, maar als iemand iets zegt, moet je eerst zien wie dat zegt en dan wat het zegt. Dus ik vind dat geen relevante bron om dat te gaan vermelden. Dat is een beetje kwatsch. Ja. Ja. Moi, je voudrais réagir là-dessus aussi pour dire d'abord que c'est quelque chose qu'il ne faut pas inventer, en tout cas en communauté germanophone. Ça existe déjà et depuis très longtemps et ça nous coûte beaucoup d'argent. Nous avons introduit chez nous, dès que nous étions autonomes en matière d'emploi des langues pour l'enseignement, nous avons introduit l'apprentissage obligatoire du français dès la première année de l'enseignement fondamental. Et nous commençons même dans les jardins d'enfants avec ça. Et nous essayons aussi de faire plus pour que les gens apprennent le néerlandais. Je crois que l'apprentissage des autres langues du pays est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je dirais que je ne vais pas plaider pour que tout le monde doive apprendre l'allemand parce que celui qui apprend l'allemand, il a un grand avantage et s'il ne le comprend pas, c'est à son dépend parce que l'allemand est quand même la langue maternelle la plus parlée en Europe. Mais connaître
le français comme flamand et le néerlandais comme francophone, c'est absolument indispensable pour moi. C'est un élément fondamental et malheureusement, ça se perd. Et il ne faut pas jouer non plus la concurrence avec l'anglais. Je ne partage pas j'aime bien Philippe Van Parijs, mais je ne partage pas son point de vue de là. Mais je dis aussi, tout le monde doit connaître l'anglais, ça c'est évident. Mais tout le monde doit pouvoir calculer, écrire et jouer sur son mobilophone et son ordinateur. Connaître aujourd'hui un minimum d'anglais, même si ce n'est pas l'anglais littéraire d'Angleterre, de Shakespeare, c'est indispensable. Mais connaître en plus l'autre langue nationale, c'est fondamental et le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le truc pour bien motiver les gens. Dans l'ex-République démocratique d'Allemagne, tout le monde devait apprendre le russe, mais aujourd'hui, plus personne ne connaît le russe parce que la motivation n'était pas bonne. Il faut trouver absolument les moyens pour motiver les jeunes flamands à apprendre le français et motiver les jeunes francophones à apprendre le néerlandais. Il y a une autre question ici de Jacques de France. Pour ce qui concerne la déstructuration de l'État, la NVA et le Vlaams Belang ont des programmes publiés compréhensibles. Un désert intellectuel semble exister au niveau des partis francophones et ou bruxellois à propos de leur vision sur l'avenir du pays. Que peut faire le citoyen francophone pour changer cela? Bon, je ne sais pas si c'est correct, peut-être. Vincent, c'est vrai Oui, non, c'est relativement vrai. C'est-à-dire que les partis francophones, effectivement, ne sont pas très clairs sur ce qu'ils veulent à la fin. Alors, il y en a qui sont plus clairs que d'autres, hein, mais voilà, Écolo est quand même assez clair sur ce qu'ils veulent. Le MR aussi de plus en plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas une vision très très claire. Et c'est aussi une question, c'est pas forcément qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils ne le disent pas forcément non plus, quoi. C'est l'aspect communautaire, l'aspect institutionnel, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens, et les partis ont quand même beaucoup intégré ça à tort, hein, parce que tout dépend de ça aussi, hein. Il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui dépendent du fait que le système institutionnel n'est pas idéal et donc qu'on a une mauvaise gouvernance, on va dire. Mais oui, non, je suis assez d'accord. Mais ça c'est aux citoyens aussi, ou à B+, ou à d'autres, hein, de titiller les partis politiques francophones, de dire, bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dites-le nous, et surtout en ce moment, voilà, on va faire de la participation citoyenne d'une manière ou d'une autre. En 2024, on part pour avoir une réforme de l'État. Il faut que tous les partis se positionnent clairement là-dessus. Il y a encore beaucoup de travail, alors je comprends pour B+. Je vais peut-être ajouter quelque chose à cela. Ça, c'était un des buts de notre pacte pour la Belgique. C'est justement de faire en sorte que les partis politiques deviennent plus clairs. Et c'est de dire, est-ce que vous êtes pour un avenir pour la Belgique ou est-ce que vous êtes pour een après-Belgique? En de bedoeling van het pact is dus om die lijn duidelijk te trekken, omdat wij vinden dat de politieke partijen, en dat is in Vlaanderen vaak ook zo, net zoals in Wallonië, zijn niet altijd duidelijk genoeg. En de kiezer heeft behoefte aan duidelijkheid op dat vlak. En misschien een these die ik ook wel aan de sprekers wil voorleggen. We stellen vast dat het voor de verkiezingen vaak zo is dat het communautaire bijna geen rol speelt in de campagne. Mais une fois que les élections sont passées, alors le communautaire est de nouveau là. Et on ne doit même pas attendre le lendemain des élections. C'est déjà le cas la soirée des élections. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ce constat, est-ce que vous la partagez? Est-ce que c'est correct? Si oui, quelle est l'explication pour ça? Est-ce que ça ne dépend pas du résultat? Dernièrement, les dernières élections, c'était clair, hein?
les nationalistes avaient presque 50%. Donc, même si on n'avait pas discuté les choses communautaires, mais ils ont essayé d'utiliser ça pour dire, vous voyez, maintenant, la population veut quelque chose. Oui, mais peut-être si les résultats étaient différents, ils n'auraient pas pu jouer ce jeu. Mais bon, ce n'est pas à moi de répondre, mais ça, c'est mon impression. Ja, ik wil daar wel op antwoorden, Tim hier. Terug, die 50% waar dat je over praat, John, dat zijn geen 50% separatisten. Hè? Die statistieken, die bevragingen, die hebben uitgewezen dat dat helemaal anders is. Maar ze deden wel alsof dat... Ja, ze deden wel alsof, maar het is aan de andere partijen om die ballon te doorprikken. Want van die 50% die bij Vlaams Belang en N-VA in Vlaanderen zitten, wel, van die 50% is de helft zeker met een beetje een goede campagne en met duidelijkheid van Vlaamse partijen of van Belgische partijen dat het toch over iets anders gaat, dat het over efficiëntie gaat en dat wij daarin geloofwaardig willen zijn enzovoort, dat die bij ons zitten. Maar ja, langs Waalse kant is er soms onduidelijkheid, maar ook langs Vlaamse kant zit er veel onduidelijkheid. Ik kijk ook naar mijn eigen partij, ik kijk naar CD&V, ik kijk naar de socialisten. Die zijn allemaal ambigu op dat vlak. Ja, voor uw partij heeft het ook ettelijke maanden gekost om u eigenlijk los te wrikken uit die dynamiek. Hè, en te zeggen, ja, oké. Mevrouw Rutten wou al iets anders proberen, maar uiteindelijk heeft het heel lang geduurd. Hè. Ja. En dat was ook een vraag van Emmanuel van Innis, dat er gezegd werd van, oké, Ecolo, de liberale partijen, Ecolo Groen, die PTB, PVDA zijn eerder unitair, ja, maar wat met de socialisten? Hè? En misschien moet Karl-Heinz daarop antwoorden, maar die zitten natuurlijk in de groep, waarschijnlijk die Vincent heeft omschreven als de centristen. Moi, je serais très prudent en qualifiant les partis que vous venez de citer d'unitaristes. En tout cas, pour ceux qui en est du MR, que je connais très bien, je crois que c'est un peu imprudent d'extrapoler les belles phrases du président au niveau de l'ensemble de ce parti. Ouais. Alors, en ce qui concerne les autres, bon, n'oublions quand même pas que le confédéralisme a été à un moment déterminé dans le programme du VLD et du CD&V, que le programme actuel du gouvernement prévoit qu'on continue à fédéraliser davantage la politique de la santé. C'est la seule matière qui est citée pour donner plus de responsabilités aux entités fédérées. Pour ne prendre que quelques exemples. Tout ça, c'est très complexe. Et bon, je crois que chaque parti, quand il va aux élections, il a une stratégie. Et cette stratégie est de voir comment je vais avoir le maximum d'électeurs et comment je me positionne pour participer au pouvoir par après. Et je ne crois pas que même il viendra à l'idée de la NVA, qui est bien organisée, de mettre en première ligne son programme confédéral aux élections, parce qu'il sait bien que ça ne correspond pas à une majorité des électeurs en Flandre. Et normalement, ceux qui sont pour, ils voteront quand même pour la NVA, mais ça a changé depuis que le Vlaamse Belang a repris du poids. C'est une autre dynamique encore compliquée. Du côté francophone, si on veut savoir ce que pensent les différents partis, et notamment le Parti socialiste, alors il faut évidemment demander aux responsables de ce parti-là. Moi, je n'ai aucune légitimité pour parler au nom du Parti socialiste wallon. Moi, je peux parler au nom des socialistes germanophones. Là, je peux vous dire très clairement ce que nous voulons, mais le parti wallon, il définit lui-même. Mais on a bien vu quand même comment M. Magnette a remis le sujet un peu sur la table et de quelle façon, tout en disant au même moment, ce n'est pas un sujet tout à fait prioritaire, et tout en prenant position sur
la réorganisation des entités fédérées du côté francophone, sans aller trop loin non plus, parce qu'il sait que là-dessus, au sein même de son parti, comme dans d'autres partis, les avis ne sont pas tous unanimes. Donc, c'est très complexe et ça ne s'apprête pas très bien pour faire des grandes campagnes électorales. Ouais. Et je ne crois pas que ça va changer. Et je dirais même que toute la procédure de consultation populaire qu'on fait pour le moment, ça a aussi comme effet, sinon comme objectif, de ressortir un peu ce débat du débat purement politique pour le mettre à un autre niveau. Mais ça, c'est mon interprétation très personnelle. Ouais. Oké, het is 9:10. Ik denk, kijk naar Tony en Frederik, ik denk dat wij stilaan kunnen afronden. Je ne sais pas si vous voulez faire encore un mot de clôture ou ja, zeker. Maar ik heb misschien toch nog één vraag die ik er graag uithaal. Ik denk dat we dat nog wel aankunnen. En dan zullen we inderdaad afsluiten. Ik heb hier nog de vraag aan Tim van de Put als volgt. Un programme uniquement basé sur l'Union belge est-il suffisant pour allier les 30% des voix évoquées? Et comment intégrer les divergences de point de vue socio-économique de chaque région? La Flandre à droite et la Wallonie à gauche. Merci de votre réponse. Ok, merci pour la question. Évidemment, quand vous avez suivi mon exposé avec les slides, donc il s'agit de l'efficacité. Donc, il faut un programme, pas uniquement plus de Belgique, mais il faut aussi du contenu. Et pour moi, c'est l'efficacité. Ça, c'est évidemment la structure de l'État. J'ai parlé des fonctionnaires, qu'il faut moins de fonctionnaires, qu'il faut moins de architecture de l'État. Donc, ça c'est un, mais il faut aussi un programme économique pour activer les citoyens. Aujourd'hui, on a un taux d'activation qui est 69, 71, quelque chose comme ça. Il faut qu'on augmente vers 79, 80 tewerkstellingsgraad. Et pour ça, il faut qu'on fasse ça ensemble parce que si un des régions, et moi, la structure avec 4 régions, ça me va très bien, mais il faut que chaque région travaille avec les autres régions. Je vais vous donner un exemple. Il y a 150 ans, il y avait beaucoup de Flamands qui allaient travailler dans les usines de coqueril. Ouais. De Sambervalais, c'était là où il y avait la richesse. Ouais. La Flandre, il y a 150 ans, c'était une zone agricole, ouais, avec paard en car, le cheval et le chariot derrière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Flamands? Ils ont traversé la frontière linguistique, qui n'était pas encore là à ce moment, mais ils sont allés travailler, ils sont allés habiter en Wallonie, dans le sud, là où il y avait l'emploi. Je trouve qu'il faut aussi s'aider et travailler ensemble. Quand je vois aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret. À Bruxelles, il y a 80 000 personnes sans emploi. Sans emploi. La moitié des gens, ils ne connaissent pas ni le français, ni le néerlandais, ni l'anglais. Oui, donc, j'ai expliqué, la langue, c'est l'accès au travail. Une façon de s'intégrer. Juste autour, dans le Brabant flamand, autour de cette ceinture de Bruxelles, il y a des sociétés qui cherchent des gens éduqués, pas éduqués, tout ça, mais on ne trouve pas des employés pour venir travailler. Donc, aujourd'hui,
les compétences d'activation dans le marché économique, hein, activatiebeleid, c'est chez le VAB, c'est chez et les autres organisations régionales. Donc, il faut que ça soit évident que les Bruxellois sans emploi, ils vont 10 km plus loin et ils vont travailler là-bas. Mais pour ça, il faut que ça soit ou bien une concertation ou que ce soit une compétence belge et pas uniquement régionale. Et ce sont des choses comme ça qui sont maintenant mal gérées, qui sont mal organisées et il faut qu'on fixe ça. Mais vous avez raison, ce n'est pas uniquement avec le drapeau belge qu'on va convaincre les plus 30%, c'est avec un programme économique, intégration sociologique et là, on va y arriver. Oké, goed. Oké, hartelijk dank aan de sprekers voor jullie deelname aan dit webinar. Hartelijk dank ook aan de moderator voor zijn kundige leiding daarbij. Merci à tout le monde pour votre collaboration à ce webinaire. Je le répète, ce n'est que le premier webinaire d'une série de 3. Le deuxième webinaire aura lieu le jeudi 17 juin et on y parlera, entre autres, de la fameuse hiérarchie des normes et de la fameuse circonscription électorale fédérale. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas aujourd'hui pris tant de questions à ces sujets-là, mais on va sans doute pouvoir vous intéresser pour ce deuxième webinaire. Le troisième webinaire aura lieu finalement en mois de septembre. Dus graag maak ik ook nog reclame voor het tweede webinar van 17 juni, waar we dus onder meer ook over de hiërarchie der normen gaan spreken en over de federale kieskring. En ook tenslotte voor ons derde webinar van september. Ik spreek nog altijd in termen van webinar, eerder dan in termen van een live debat, maar dat wil niet zeggen dat ik niet liever een live debat zou hebben. Wie weet kunnen we dat dan al voeren. Bedankt aan het publiek voor de zeer talrijke vragen die er gesteld zijn. U zult dit webinar nog kunnen nakijken via diverse kanalen en we zullen u zeker op de hoogte houden van onze activiteiten. Et je remercie particulièrement aussi Monsieur Lamberts pour le travail qu'il donne à B+, de mettre de la pression sur les politiciens. Donc on a pris note de ça et on va le réaliser. Dank u allemaal. Merci. Au revoir. Bonne soirée, merci.